dans le silence feutré d'un soir qui hésite entre secret et souvenir. Une vérité oubliée s'éveille, une maison, un passé scellé, et une énigme trop ancienne pour rester tranquille. Ici, les murmures ont plus de poids que les cris, les regards, plus de tranchants que les armes. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Prête? Entrons dans l'histoire. C'est par un matin clair de début septembre que nous arrivâmes à Saint-Lys-sur-Vienne, charmante petite bourgade assoupie sur les rives d'un bras oublié de la Vienne. J'accompagnais mon vieil ami Hercule Poirot, qui avait accepté une invitation d'un ancien magistrat, le juge Émile Vachon, aujourd'hui retraité mais toujours alerte et plein de malice. La gare, minuscule et proprette, exhalait cette atmosphère de province, figée, où chaque brin d'herbe semble pesé par la mémoire. Le juge Vachon nous attendait, chapeau à la main, sourire discret et les yeux pétillants d'un plaisir sincère. Il embrassa Poirot comme un vieil oncle retrouverait un neveu chéri, puis me serra la main avec une chaleur respectueuse. « Mon cher Poirot, dit-il en nous conduisant vers son automobile, vous tombez à pic. Il règne dans notre village une paix si parfaite qu'elle en devient suspecte. » Poirot répondit par un sourire modeste. Je le connaissais assez pour savoir que cette remarque éveillait en lui quelque chose de plus profond qu'un simple amusement. « Et dites-moi, mon ami, murmura-t-il sur le siège arrière, les eaux les plus calmes ne cachent-elles pas parfois les pierres les plus coupantes? Nous arrivâmes devant une grande maison de pierre blanche, partiellement dissimulée derrière des rosiers disciplinés, et une grille noire au motif d'hirondelles. C'était, nous dit Vachon, l'ancienne maison d'un notaire défunt, désormais habitée par 4 veuves respectables, mesdames Élise Rondeau, Marguerite Valette, Blanche Clément et Lucienne Deveau. Toutes avaient éperdu leur mari durant ou peu après la Grande Guerre et avaient choisi de vieillir ensemble, partageant cette vaste demeure en une sorte de communauté silencieuse. L'intérieur respirait l'ordre et le raffinement un peu suranné des salons de province. Le parquet luisait, les fauteuils fleuris sentaient la lavande et les bibelots s'alignaient avec une précision presque militaire. Une gouvernante, fine comme une tige de saule, nous guida dans le salon, où nous fûmes présentés aux 4 dames. Elles se tenaient droites, impeccables, comme figées dans le temps. Chacune nous salua avec politesse, mais sans chaleur excessive. Il y avait dans leur regard une forme de réserve, comme si le monde extérieur leur était devenu un théâtre qu'elles avaient cessé d'habiter. Poirot, toujours attentif aux détails, observa chaque main, chaque ride, chaque silence. Et déjà, je crus voir naître dans son regard une lueur, celle qui précède toujours, chez lui, une découverte future. Alors que nous prenions place autour d'un plateau de thé délicatement disposé, mon regard fut attiré par un détail curieux. Chacune des dames arborait un camée au cou. Il semblait presque identique, monté sur un ruban de velours noir et porté à la base de la gorge comme une médaille sacrée. Un bijou de famille, hasarda Poirot d'un ton léger. Marguerite, la plus volubile, répondit avec un petit rire discret. « Oh non, monsieur Poirot, c'est une habitude, une petite chose à nous. Cela nous rappelle le temps d'avant. » Elle n'en dit pas plus, et les 3 autres gardèrent un silence, aussi dense qu'un rideau de théâtre. Je sentis Poirot se redresser imperceptiblement. Ce genre de réponse, vague et trop polie, éveillait chez lui une méfiance presque instinctive. Plus tard, alors que nous remontions l'escalier vers nos chambres, il me dit à voix basse, « Mon cher Hastings, lorsqu'un groupe porte le même insigne, ce n'est jamais par hasard. Il y a là un symbole, une promesse, ou un secret. » Je ne sus quoi répondre,
mais je sentais que nous venions d'entrer dans une maison où les murs avaient une mémoire. La nuit s'écoula sans bruit, bercée par le tic-tac régulier d'une horloge ancienne. Je dormais profondément lorsque je fus tiré de mes songes par un cri étouffé, vite suivi d'un fracas sourd. Poirot, déjà debout et vêtu de sa robe de chambre grenat, frappa à ma porte. « Venez, Hastings, il s'est passé quelque chose. » Dans le hall, un petit attroupement silencieux s'était formé. Blanche, livide, tenait une lampe à huile. Marguerite murmurait des prières à mi-voix, et Lucienne restait figée, les mains croisées sur sa poitrine. Au pied de l'escalier de bois, le corps d'Élise Rondeau reposait dans une position qui ne laissait guère de doute. Elle avait chuté, la nuque brisée. La gouvernante, blême, s'agenouilla pour vérifier son pouls, mais il n'y avait plus rien à faire. Je fus frappé par l'étrange calme de la scène. Pas de larmes, pas de cris, seulement cette immobilité contenue, presque irréelle. Marguerite déclara d'une voix blanche : « Elle est tombée. Elle avait souvent des vertiges, vous savez. » Poirot, sans mot dire, observait les marches, le tapis, les murs. Il ramassa un petit objet tombé près du cadavre. Un châle, enroulé étrangement autour d'une colonne. « Hastings, » dit-il à mi-voix, « il y a des silences qui en disent de long, et cette maison me semble bien trop calme pour n'abriter que du chagrin. » Le matin suivant, alors que l'on s'efforçait de prendre un petit déjeuner convenable dans le silence pesant de la salle à manger, Poirot me fit signe de le suivre discrètement au salon. « Vous voyez cela, mon ami ?» murmura-t-il en pointant du doigt la cheminée. Dans l'âtre, sous les cendres encore tièdes, il venait de découvrir un petit coin de papier photographique noirci, dont le centre avait été entièrement consumé. Seuls demeuraient les bords, un cadre de visages indistincts, quelques traces de gants, peut-être une épaulette. Quelqu'un a brûlé une photo cette nuit, Hastings. Cela, en soi, n'est pas un crime. Mais faites attention au moment, après la mort d'Élise. Je ramassai les fragments avec soin. Il ne restait guère d'éléments exploitables, mais l'intention me parut claire. Quelqu'un avait voulu faire disparaître une image compromettante. Quand nous retournâmes dans le couloir, les trois veuves étaient là, toutes vêtues de noir, les traits tirés, mais sans trace de larmes. Je regardais Poirot. Son front était plissé, non par le doute, mais par une concentration aiguë. Il ne leur posait pas encore de questions. Il attendait, car chez lui, les premiers soupçons naissaient toujours dans les silences, jamais dans les déclarations. « Hastings, » me dit-il, lorsque nous regagnâmes nos chambres, « cette affaire n'est pas ce qu'elle paraît. » Je le suivis du regard, alors qu'il s'asseyait sur le fauteuil près de la fenêtre, songeur, les doigts posés sur ses lèvres. Une chute dans l'escalier peut être accidentelle, certes, mais pourquoi ce calme? Pourquoi ce châle autour de la colonne? Pourquoi cette photo brûlée? Et pourquoi cette absence totale de désespoir chez trois femmes censément liées à la défunte par l'affection et la mémoire partagée? Je m'apprêtais à répondre, mais il leva la main. Et puis, il y a les camées. 4 femmes, 4 bijoux identiques, une symbolique oubliée ou soigneusement cachée. Je vous le dis, mon ami, dans cette maison, la tragédie ne commence pas, elle se poursuit. Je ressentis alors ce frisson familier qui m'envahit toujours quand Poirot, comme un chasseur silencieux, flairait une vérité enfouie sous les tapis brodés du quotidien. « Quelqu'un a tué Élise, » dis-je à demi-voix. « Peut-être, » répondit-il, « ou peut-être l'a-t-on simplement fait taire. Dans les 2 cas, Hastings, il va falloir écouter les silences. » Et c'est ainsi, dans la lumière grise de cette matinée de province, que notre enquête véritable commença. Dès le lendemain de la tragédie,
Poirot adopta cette attitude que je lui connaissais bien. Un mélange de détachement apparent et de vigilance extrême. Pour quiconque l'aurait croisé dans le jardin ou au petit déjeuner, il eût semblé absorbé par la contemplation des rosiers ou la texture d'un croissant. Mais moi, je savais. Chaque silence, chaque regard trop vite détourné, chaque remarque anodine, rien ne lui échappait. Nous allons procéder, mon cher Hastings, comme deux papillons autour d'une lampe, dit-il en souriant. Nous ne brusquerons rien. Ce n'est pas le moment. Il me confia la tâche d'engager doucement la conversation avec le personnel de maison, notamment avec la jeune bonne, une fille rousse, timide et pâle, prénommée Solange. Écoutez-la sans poser de questions directes. Les domestiques parlent plus volontiers lorsqu'ils croient confier un secret à un homme sans importance. Je haussai un sourcil, un peu vexé, mais je compris l'intention. Et ainsi débuta notre enquête. Sous le masque de la courtoisie, dans une maison où le murmure des souvenirs semblait plus épais que le velours des rideaux. Solange était une jeune fille réservée, aux gestes soigneux et à la voix si douce qu'il fallait parfois tendre l'oreille pour la comprendre. En l'accompagnant à la cuisine, sous prétexte de vouloir du thé, je l'encourageai à parler un peu de la vie dans la maison. Elle semblait hésiter, mais bientôt ses paroles coulèrent, comme une eau qu'on aurait longtemps retenue. Les dames, elles ont leurs habitudes, monsieur, dit-elle en jetant un regard nerveux autour d'elle. Tous les jeudis, après le souper, elles vont dans le salon rose. C'est leur moment à elles. Personne ne doit y entrer, même pas moi. Le salon rose, répétai-je, feignant l'ignorance. C'est une pièce au fond du couloir du premier étage. On n'y va pas souvent. Elles y restent des heures, parfois jusqu'à minuit. Et ensuite, tout redevient normal. Elle serra les lèvres, comme si elle regrettait d'en avoir trop dit. Vous ne pensez pas qu'elles évoquaient leur mari? Solange baissa les yeux. Sa réponse fut à peine audible. Elles n'ont jamais vraiment parlé d'eux, jamais. On aurait dit que leurs souvenirs n'étaient pas les mêmes, comme si elles racontaient des histoires différentes, d'un seul homme. Ce fut Poirot, curieusement, qui découvrit l'objet le plus parlant. Tandis qu'il faisait mine d'admirer le meuble empire du salon rose, où, selon toute apparence, personne ne devait entrer. Il se pencha avec lenteur, tapota l'arrière d'un tiroir, puis glissa ses doigts dans un interstice poussiéreux. « Ah, mais regardez donc, Hastings, que voici !» Il en tira un petit carnet relié de cuir brun, jauni sur les bords, dont le fermoir était brisé. L'écriture à l'intérieur était fine, serrée, presque nerveuse. Il le feuilleta avec précaution, puis s'arrêta. « Écoutez ceci. Nous avons fait la promesse ce soir. Plus jamais il ne nous divisera. 18 octobre 1920. Et 1. Je fronçai les sourcils. Il? Voilà toute la question, mon ami. Le pronom vaut 1000 noms et 1000 secrets. Il me montra une page couverte d'initiales. ER, MV, BC, LD. Une signature semblait avoir été grattée. Ce carnet ne parle que par allusion, ajouta-t-il, mais il suffit parfois d'un murmure pour deviner le cri. Je le vis glisser le carnet dans sa poche, et son regard brilla d'un éclat que je connaissais trop bien, celui qui précède les révélations. Nous retrouvâmes Lucienne dans le jardin, penchée sur un parterre de pivoine. Elle portait des gants de coton, bien trop blancs pour du simple jardinage, et ne leva pas immédiatement les yeux à notre approche. Poirot, avec cette douceur étudiée qu'il réservait aux âmes fragiles, l'interpella avec une sollicitude sincère. « Chère Madame Deveau, ces pivoines sont sublimes, elles résistent à l'automne, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, un demi-sourire sur les lèvres. « Oui, elles aiment les terres froides. »« Comme certaines mémoires, » murmura Poirot.
Elle sursauta, si légèrement que seul un œil averti aurait pu le remarquer. Il poursuivit, en apparence insouciant. 1921 était une année rude pour les cœurs. Croyez-vous qu'on puisse tenir toute une vie sur une promesse faite à cette époque-là? Lucienne se redressa enfin, lentement. Son visage était pâle, ses yeux flous. Je ne sais plus. Je crois que certaines promesses ne devraient jamais être tenues, surtout quand elles étouffent tout le reste. Elle s'éloigna sans un mot de plus, laissant Poirot la suivre du regard. « Cette femme, dit-il enfin, n'a pas oublié. Elle a d'assa juste appris à ne plus en parler. » Marguerite Valette nous accueillit dans son boudoir, comme une reine recevant 2 ambassadeurs. Elle portait un peignoir ivoire, brodé d'initiales, et tenait une coupe de sherry à demi pleine. « Un peu de douceur pour oublier, » dit-elle en trinquant dans le vide. Poirot, toujours galant, accepta de s'asseoir. Il commença à parler de souvenirs, d'époques révolues, de bals d'avant-guerre. Marguerite se prêta au jeu, avec une élégance un peu distante, mais ses yeux brillaient d'une tristesse ancienne. « Mon mari, dit-elle, est parti un matin de janvier sans un mot. Nous avions eu une dispute la veille. Je ne me souviens même plus du sujet. Il n'est jamais revenu, mort ou vivant. Je ne le saurai jamais. » Elle porte la coupe à ses lèvres, mais ne but pas. « Il n'y a rien de pire, monsieur Poirot, que les adieux qu'on ne vous accorde pas. Cela rend le pardon impossible. » Poirot pencha légèrement la tête. « Parfois, madame, ce sont ceux qui restent, qui portent les fautes des absents. » Elle ne répondit pas, mais je crus voir. Sa main tremblait, juste assez pour renverser une goutte de sherry sur la nappe blanche. En quittant le boudoir, nous traversâmes à nouveau le salon principal. Poirot s'arrêta net devant une petite console, où trônait un vase de porcelaine bleue. Il le souleva doucement, comme s'il s'attendait à y trouver un secret. Et il en trouva un, sous la base du vase, plié avec soin. Un petit rectangle de papier jauni attendait. Il le prit, le déplia et lut à voix basse. « Une dette n'est jamais effacée. » Il ne sourit pas, cette fois. Il glissa le papier dans son carnet de poche, le rangea avec un soin presque cérémonieux, puis se tourna vers moi. « Mon cher ami, nous ne sommes pas face à une tragédie isolée. Ce que nous observons ici, c'est une lente vengeance, longue, froide et partagée. »« Partagée ?» répétai-je, confus. Il y a eu un pacte, et maintenant, l'un de ceux qui l'ont signé a décidé de le trahir, ou peut-être de le faire payer. Nous quittâmes la pièce, et dans mon esprit, les mots du billet semblaient battre comme une cloche sourde. Jamais effacé, jamais effacé. Ce fut, au petit atelier photographique de M. Léon Mercadier, place du Marché, que Poirot eut l'idée de faire restaurer les fragments carbonisés que nous avions récupérés dans l'âtre. Le vieil homme, à l'œil vif et au geste sûr, se mit au travail avec une méticulosité presque scientifique. Plusieurs heures plus tard, il nous invita à observer le fruit de ses efforts. « Voici ce que j'ai pu sauver, messieurs. Ce cliché date de 25 ou 30 ans, à en juger par le grain et le papier. Je me penchai sur l'image. Sur un banc de pierre, en demi-cercle, figuraient 4 jeunes femmes, reconnaissables malgré les années, comme Élise, Marguerite, Blanche et Lucienne. Elles entouraient un homme, debout, droit comme une lame, en uniforme d'officier. Son sourire éclatant, ses yeux sombres, sa stature élégante, tout en lui semblait respirer l'arrogance d'un homme sûr de lui et aimé. « Voici donc notre fantôme, » murmura Poirot. « Le feu n'a pas tout détruit. Il nous a rendu l'essentiel, le cœur du souvenir. Je ne pus m'empêcher de noter
que dans cette image figée, ce n'était pas tant l'homme qui captivait, mais la tension invisible entre les femmes. Grâce à quelques recoupements et aux registres militaires conservés à la mairie, Poirot identifia rapidement l'homme de la photographie. Le capitaine Armand Valcourt, mort en 1922, dans des circonstances obscures, lors d'une permission prolongée. Ancien héros décoré, il avait été stationné dans la région en 1919, à l'époque où les veuves vivaient encore dans le voisinage de Saint-Lys. Il était, dit le maire avec un sourire fatigué, de ces hommes que les mères rêvaient pour leurs filles, et que les filles s'arrachaient sans le dire. Mais derrière les témoignages flatteurs perçait une ambiguïté. Il avait ses secrets, ajouta le maire, baissant la voix. On disait qu'il n'était fidèle qu'à lui-même. Poirot sembla méditer longuement ces paroles. Ce que nous tenions, ce n'était pas le portrait d'un amant trahi, mais d'un homme qui avait su troubler durablement 4 femmes et peut-être en faire souffrir une 5e. Je compris alors que cette affaire n'était pas née du présent. Elle trouvait ses racines dans une séduction ancienne, un charme toxique, un amour peut-être partagé par trop de cœurs. Ce fut chez Maître Daval, le notaire local, que Poirot obtint une révélation inattendue. L'homme, corpulent et affable, avait le regard discret de ceux qui ont vu passer les secrets les plus pesants de leur village sans jamais les divulguer, sauf à un homme comme Poirot. Oui, M. Valcourt m'avait confié un testament, dit-il, en ouvrant un vieux registre, rédigé de sa main, daté de novembre 1921. Il y stipulait qu'en cas de décès prématuré, l'ensemble de ses biens reviendrait à sa future épouse. L'identité n'était pas précisée, une promesse d'amour, probablement. Mais cette clause n'a jamais pu être appliquée, demandai-je. En effet, aucun acte de mariage n'a suivi, et personne ne s'est jamais manifesté pour réclamer la succession. Poirot demanda à examiner le testament. Il releva la graphie, les tournures choisies, et s'attarda longuement sur la signature. « C'est un texte sincère et pressé, dit-il enfin. Il croyait encore à l'avenir. Voilà ce qui me frappe. Ou voulait faire croire qu'il y croyait, murmurai-je. Vous touchez juste, Hastings. Le mensonge d'un mourant n'est pas moins redoutable que sa vérité. Il faut toujours se demander à qui voulait-il faire plaisir, et surtout, à qui pensait-il mentir. Le soir même, alors que nous marchions le long des berges de la Vienne, Poirot me fit part de ses conclusions. Mon ami, toutes 4 ont aimé le même homme. Vous voulez dire toutes les veuves? Justement, veuves, mais pas toujours mariées. Ce mot cache bien des choses. Il me raconta ce que les confidences indirectes, les silences gênés et les regards fuyants lui avaient permis de déduire. Chacune avait eu une liaison avec Valcourt. Certaines l'avaient cru sincèrement amoureux, d'autres savaient sans doute qu'il mentait. Mais aucune ne s'était sentie trahie, tant qu'elle croyait être l'unique. « Et Madeleine ?» demandai-je. Poirot s'arrêta net. Justement, Madeleine, la disparue, pourrait bien avoir été la seule réellement fiancée, la seule pour laquelle Valcourt avait rédigé ce testament. Je sentis un frisson me traverser. Vous pensez que les autres l'ont su, et qu'elles l'ont payé d'une manière ou d'une autre? Je pense qu'un homme peut mourir de ce qui l'éveille, et que ces femmes, dans le chagrin ou la jalousie, ont bâti un pacte. Reste à savoir s'il fut un pacte de silence ou un pacte de vengeance. Parmi les 4, Blanche Clément avait toujours été celle qui m'intriguait le plus. Contrairement à ses compagnes, elle ne s'était jamais remariée, n'avait jamais quitté Saint-Lys et vivait dans un appartement exigu situé au dernier étage de la maison, tout près du grenier. Un après-midi, je la trouvai en train de classer de vieilles lettres
des rubans et des boîtes à chapeaux. Elle m'accueillit avec une gentillesse distraite, mais ne me proposa pas de m'asseoir. « Je n'ai jamais été faite pour les départs, capitaine Hastings, » dit-elle soudain. Les trains, les valises, tout cela me rendait nerveuse. Je ris poliment, mais n'en crus pas un mot. Pourtant, vous aviez toute votre vie devant vous après la guerre. Elle hocha lentement la tête. Parfois, ce qu'on attend est déjà passé. On reste là, à attendre quand même. Elle me montra une petite boîte en bois laquée, sans l'ouvrir. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, est resté ici. Il y a des serments qu'on ne trahit pas, même quand on les a faits seul. En regagnant le jardin, je rapportai ces paroles à Poirot. Il les répéta à mi-voix, pensif. Voilà une femme qui n'a jamais fui. Et il faut parfois un courage terrible pour rester. Quelques jours plus tard, Poirot demanda à Maître Daval un extrait de conte de la défunte Élise Rondeau, obtenu grâce à un pouvoir exceptionnel, signé avant sa mort. Je trouvais la démarche étrange, mais n'osais poser la question. Comme toujours, il avait vu quelque chose que moi, je n'avais pas vu. Les relevés bancaires révélèrent qu'Élise avait vidé presque intégralement son compte 2 semaines avant sa chute. Une somme conséquente avait été retirée en espèces. Aucune trace de dépenses ni de dépôt ultérieur, pas même un chèque. « Cela n'a rien d'un caprice, » dit Poirot en étudiant les chiffres. « Ce genre de mouvement cache une intention. Peut-être un paiement, peut-être un rachat. » Je demeurai songeur. Vous croyez qu'elle voulait acheter quelque chose ou faire taire quelqu'un? Il se redressa lentement. Peut-être qu'elle voulait réparer. Ou au contraire, prévenir. N'oubliez pas qu'Élise était la plus discrète, la plus effacée, et que ce sont souvent les cœurs silencieux qui cachent les regrets les plus lourds. Nous interrogâmes la gouvernante, qui déclara qu'Élise avait envoyé un colis, peu avant sa mort, mais n'avait laissé aucune instruction particulière. Le contenu était inconnu, le destinataire inconnu. Elle a tenté d'effacer une dette, dit Poirot, ou d'allumer une mèche. Dans les deux cas, c'est le passé qui parle. Et dans son regard, je lus qu'il redoutait ce que ce passé aurait encore à dire. C'est en explorant la chambre d'Élise, avec l'autorisation tacite de la gouvernante et la bénédiction silencieuse du juge Vachon, que Poirot fit une découverte troublante. Il examinait le mobilier avec cette minutie quasi affectueuse qui lui est propre, lorsqu'il s'arrêta devant une boîte à couture brodée d'un fil doré, posée sur un chiffonnier ancien. « Voyez-vous, Hastings, » dit-il en la soupesant, « cette boîte n'est pas seulement un objet d'usage, elle est une cachette idéale pour une femme qui coude et qui se souvient. » Il fit glisser l'ourlet de soie intérieur, révélant une doublure mal recousue. D'un geste presque cérémoniel, il en tira une lettre pliée en 4, jaunie, dont l'encre avait pâli. Aucun timbre, aucun nom d'expéditeur. « Voici un secret, » murmura-t-il, « et les secrets des morts, mon ami, sont les plus bavards, quand on sait les écouter. » Je ressentis une étrange sensation, comme si Élise, par-delà la mort, nous tendait un fil que nous n'avions qu'à suivre. La lettre, datée du 5 novembre 1921, était adressée au capitaine Valcourt. Poirot la lut à voix basse, le ton posé, presque solennel. « Mon cher Armand, tu m'as dit que je ne comprenais rien aux hommes. Peut-être avais-tu raison. Mais toi, tu n'as jamais compris ce que signifie être la 4e dans le cœur de quelqu'un. Je t'ai cru. J'ai cru tes mains, tes mots, ton parfum sur mes draps. Et maintenant, je sais que je n'étais qu'une autre, une de plus. » Poirot s'interrompit, puis reprit. « Ce soir, elles m'ont parlé. Pas toutes en même temps, mais assez pour que je comprenne.
Tu jouais à nous aimer, mais quelqu'un a décidé de ne plus jouer. Tu le sentiras bientôt, je crois. Et moi, je serai celle qui regardera. Je ne parlerai pas, je me tairai, comme toujours, mais je n'oublierai jamais. La signature avait été effacée, comme frottée par des doigts hésitants. Je demeurais muet, frappé par l'amertume contenue dans ces lignes. Une femme blessée, oui, mais aussi une femme consciente de quelque chose de plus vaste, une trahison partagée, un aveu refoulé. Ce n'est pas une lettre d'amour, dit Poirot, c'est un adieu et un avertissement. Nous relûmes la lettre à plusieurs reprises, et chaque mot nous révélait un peu plus. Poirot, penché sur la table, faisait courir lentement son doigt le long des phrases, comme s'il traçait une carte invisible. Notez, Hastings, les omissions. Elle ne nomme personne, mais elle insinue. Elle parle d'un « elle », pluriel volontaire, et d'un « quelqu'un » qui a décidé d'agir. Vous pensez que l'une d'elles? Je pense que l'une d'entre elles a joué un rôle actif dans la chute de Valcourt. Pas métaphorique peut-être, mais social, moral. Et qu'Élise le savait, ou l'a découvert tardivement. Je tentais de voir plus clair dans cette forêt de mots. Ce je serai celle qui regardera. Cela suggère qu'elle n'était pas l'instigatrice, mais qu'elle savait. Poirot hocha lentement la tête. Justement, et cela la rend doublement dangereuse, elle était la mémoire vivante, et peut-être la conscience du groupe. Je compris alors qu'Élise n'était pas une simple victime du présent. Elle portait en elle le poids d'une vérité ancienne, et cette vérité, même gardée dans une boîte à couture, avait commencé à parler. Nous retrouvâmes Lucienne, assise sous la pergola envahie de glycine, ses mains jointes dans son tablier, comme pour s'empêcher de trembler. Elle avait le regard fuyant de ceux que le passé rattrape. Poirot ne dit pas un mot. Il s'assit en face d'elle, silencieux. Ce fut elle qui, la première, ouvrit la bouche dans un souffle rauque. Je savais qu'un jour, tout remonterait. Je me penchai légèrement. « Madame de Vaux, qu'est-ce que vous avez voulu oublier ?» Elle secoua lentement la tête. « Ce n'est pas Élise que j'ai voulu oublier, c'est Madeleine. » Un silence lourd s'abattit. « Madeleine ?» répétai-je. Elle était la cinquième. Il y avait 5 d'entre nous, 5 cœurs, 5 jeunes femmes pleines d'orgueil, de peur et d'illusion. Et lui, il nous a offertes à nous-mêmes comme des miroirs brisés. Elle se mit à pleurer, doucement, sans drame. Les larmes coulaient comme une pluie ancienne. Madeleine est morte. Il y a eu une falaise, une promenade, un cri et un silence. On a dit qu'elle avait glissé. Poirot, très doucement, murmura. Et vous avez laissé ce mot-là vivre dans vos esprits pendant 40 ans. Elle releva les yeux vers lui. Et cette fois, elle ne nia pas. De retour dans notre chambre d'hôte, je restai longuement assis face à Poirot, tâchant de reconstituer mentalement le tableau de ce passé recomposé. 5 jeunes femmes, liées par un homme trop aimé, une promesse, une mort, puis le silence. Madeleine, dis-je lentement, n'a jamais été mentionnée jusqu'ici, ni par Marguerite, ni par Blanche. Ce qui est omis, Hastings, est souvent plus parlant que ce qui est dit. Ce nom est une absence pesante, un trou dans leur récit. Je pris une feuille et traçai un cercle. Élise, Marguerite, Blanche, Lucienne et Madeleine, 5. Si elles avaient un pacte, il a été brisé une première fois par la mort de Madeleine. Et une seconde fois, murmura Poirot, par le réveil d'Élise. Un détail me frappa soudain. Et si Élise avait voulu en parler, briser enfin ce silence, est-ce pour cela qu'elle a été tuée? Poirot ne répondit pas immédiatement. Il fixait la boîte à couture posée à côté du carnet
De 1921 ? Peut-être, dit-il enfin, n'a-t-elle pas été tuée pour ce qu'elle savait, mais pour ce qu'elle ne voulait plus taire. Et cela, à ses yeux, était bien plus dangereux. Ce soir-là, tandis que le vent faisait frémir les peupliers au bord de la rivière, Poirot s'installa dans le fauteuil de rotin, une couverture sur les genoux et la boîte à couture posée devant lui. Il l'ouvrit, la referma, la tourna lentement entre ses mains. « Mon cher ami, dit-il, nous ne sommes pas dans une enquête ordinaire. Ce n'est pas une jalousie soudaine, ni une convoitise récente. C'est une affaire de mémoire et de pacte. Vous pensez que le meurtre d'Élise est lié à celui de Madeleine? J'en suis convaincu. Ce ne sont pas deux crimes, c'est un seul, qui a mis 40 ans à se compléter. » Je ressentis un léger vertige en entendant ces mots. Il y avait quelque chose de vertigineux à penser qu'un meurtre pouvait mûrir comme un fruit malade, au cœur de 4 consciences vieillissantes. L'âme humaine, continua Poirot, a ceci de terrible. Elle oublie les dates, mais jamais les fautes, et celles-ci finissent pas toujours par vouloir se payer. Alors, qui a tué Élise? Demandai-je. Il secoua doucement la tête. Il est encore trop tôt pour le dire. Ce que je sais, c'est que la vérité ne viendra pas d'un alibi, mais d'un regard, d'un mot, d'un geste trahi par l'habitude. Il fit une pause, et son regard se perdit dans la nuit. Et moi, Hastings, je vais attendre ce regard, car il viendra, toujours. Ce fut un matin d'automne, où la lumière perçait à peine les rideaux, que la maison fut, pour la seconde fois, frappée par un trouble inquiétant. Nous venions tout juste de descendre, Poirot et moi, lorsque Solange, pâle comme la cire, surgit dans le hall, haletante. Madame Blanche, elle s'est évanouie, dans le petit salon. Elle a renversé sa tasse. Nous nous précipitâmes et trouvâmes la vieille dame effondrée sur le divan, les traits tirés, les mains inertes. À ses pieds, une tasse de porcelaine fêlée, entourée d'une flaque dorée. Poirot examina les lieux, puis s'accroupit près d'elle, son front froncé. Blanche respirait, mais faiblement. Elle fut transportée dans sa chambre, et un médecin appelé en hâte. Le diagnostic fut prudent, mais inquiétant. Intoxication légère, probablement due à un alcaloïde végétal rare, retrouvé en infime quantité dans les résidus de la boisson. Une erreur? Un hasard? Proposai-je. Poirot secoua la tête. Non, Hastings, le poison dans une tisane est un choix précis. Et Blanche n'a bu que 2 gorgées. Quelqu'un savait que cela suffirait à l'affaiblir, ou voulait seulement avertir. Il prit la tasse vide, la fit tourner lentement entre ses doigts, et murmura. Un poison léger, un message lourd. Je sentis alors, pour la première fois, que la mort d'Élise n'était qu'un début. Un engrenage venait de se remettre en mouvement. Dans l'après-midi qui suivit, alors que Blanche reposait, affaiblie mais consciente, la gouvernante signala à Poirot une trouvaille troublante. En rangeant les affaires de Marguerite, elle avait découvert une petite clé oubliée dans le tiroir inférieur d'une coiffeuse, enveloppée dans un mouchoir brodé. « Curieux, » dit Poirot en l'examinant. « Une clé oubliée dans un linge. Cela ressemble à un objet qu'on ne veut pas voir. » Il la fit essayer à plusieurs serrures. À la 4e tentative, elle s'inséra parfaitement dans la serrure de la chambre d'Élise, dont la clé avait été portée disparue depuis le soir du drame. « Voilà une coïncidence bien inopportune, » dit Poirot, ses moustaches frémissant d'un agacement contenu. Je haussai les épaules. Peut-être qu'Élise l'avait prêtée à Marguerite, ou... Non, mon ami, on ne prête pas la clé d'un sanctuaire, on la cache, ou on la vole. Marguerite, interrogée, déclara ne rien savoir. Une clé, dans mon tiroir,
Non, c'est absurde. Je n'ai jamais... » Sa voix s'éteignit. Ses mains tremblaient. Poirot ne l'accusa pas. Il se contenta de noter ce tremblement. « Le tiroir ment rarement, » dit-il ensuite. Mais il ne dit pas tout. C'est à nous d'écouter ce qu'il n'a pas osé contenir. La nuit suivante, Poirot refusa de dormir. Il préféra arpenter la maison à pas feutrés, notant chaque craquement du parquet, chaque courant d'air, chaque rideau à demi ouvert. Les objets parlent, Hastings, mais ils n'ont pas de voix. À nous de leur en prêter une. Il observa longuement le tapis du palier supérieur, puis le déplaça légèrement. Une marque nette d'usure apparaissait sur un angle, comme si une chaise ou un meuble avait été fréquemment déplacé. Voilà un chemin répété. Quelqu'un vient souvent ici, la nuit. Il se pencha ensuite sur une petite table basse, placée près de la bibliothèque. Un livre y avait été replacé à l'envers, un verre légèrement déplacé, rien d'évident. Mais trop d'éléments légèrement déplacés formaient, ensemble, une cohérence discrète. Poirot ouvrit la fenêtre du couloir. « Voyez le gravier, mon ami. Une trace de soulier fin, récent. Pas celui d'un domestique. » Je hochai lentement la tête. « L'une des dames s'est sortie cette nuit ?»« Non. L'une sort presque toutes les nuits. Mais cette fois, elle a oublié de tout remettre à sa place. » Il se redressa. « Cette enquête n'est pas un duel, c'est une partie d'échecs. Et le cavalier s'est déplacé sans prévenir. Je compris alors que Poirot ne cherchait pas seulement des preuves. Il traquait un mouvement, une logique silencieuse, mais implacable. Ce fut dans le petit salon, là où Blanche avait perdu connaissance la veille, que Poirot s'attarda plus longuement qu'à l'accoutumée. Il paraissait absorbé par des riens, une broderie déplacée, une chaise à peine tournée, un rideau mal aligné. Mais ce fut son regard insistant sur une coiffeuse en acajou qui attira mon attention. « Hastings, mon ami, vous voyez ce miroir ?»« Eh bien, oui. Que devrait-on y voir ?»« Précisément, rien. Il ne reflète pas la pièce, mais le mur. » Je m'approchai. En effet, le petit miroir ovale, au cadre joliment sculpté de roses et de perles, avait été retourné vers le fond du meuble. Un geste anodin, mais peu naturel. Peut-être un courant d'air ? Aucun courant d'air ne retourne un miroir d'un quart de tour. Ce geste est volontaire. Je fronçai les sourcils. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela ? Parce qu'il ne souhaite pas se voir, parce qu'un reflet l'a effrayé, ou plus vraisemblablement, parce qu'il a vu quelque chose ou quelqu'un dans ce miroir et qu'il ne voulait plus risquer de le revoir. Je ressentis une étrange gêne en contemplant ce miroir tourné, comme s'il refusait désormais de témoigner. Poirot toucha doucement le bois, puis déclara « C'est parfois le témoin le plus discret qui garde la vérité la plus précise, ce même soir, alors que les ombres s'étirent dans la maison, comme des pensées que l'on n'ose formuler. » Poirot m'invita à le rejoindre dans la bibliothèque. Il s'était installé face à la cheminée éteinte, les mains croisées sur le ventre, les yeux clos. Mais dès que je m'assis, il ouvrit les paupières. « Hastings, vous rappelez-vous ce que nous avons dit sur la loyauté ? Oui, que l'une d'elles protège peut-être la coupable ? Plus qu'un peut-être. Je le crois désormais avec certitude. Je me redressai. Vous pensez à Lucienne ? Il hocha légèrement la tête. Lucienne est une femme d'ordre. Elle souffre plus du déséquilibre moral que du mal lui-même. Or, elle agit comme une femme qui compense, pas comme une femme qui cache pour elle-même. Elle veut que justice ne soit pas rendue. Non, elle veut que justice ne détruise pas davantage. Elle protège non pas une innocente, mais une fautive qu'elle croit punie par la vie. Je demeurai silencieux. Cette idée me troublait profondément.
Elle supposait une acceptation tranquille du crime, en échange d'une fidélité ancienne. « Il faut beaucoup d'amour pour mentir si longtemps, dis-je. Ou beaucoup de peur, murmura Poirot. Il se leva lentement et ajouta, presque pour lui-même. La plus grande erreur, Hastings, est de croire que le silence est une absence. Il est parfois un acte redoutable. Et en disant cela, il posait les dernières pièces d'un puzzle moral, dont l'image commençait à m'étreindre. Le lendemain matin, alors que je discutais avec la gouvernante dans l'entrée, Poirot descendit les escaliers, un petit objet enveloppé dans un mouchoir blanc, dans sa main gantée. Il nous rejoignit avec lenteur, puis déplia le tissu pour me montrer un vide. « Vous ne voyez rien, n'est-ce pas ?» dit-il en souriant doucement. « En effet, c'est précisément cela. Il manque un camé, celui d'Élise. » Je fronçai les sourcils. Peut-être a-t-il été retiré après sa mort. Pour être conservé en souvenir? Peut-être. Mais je doute qu'un souvenir soit caché dans un coffre verrouillé, au fond d'un tiroir de linge, derrière une fausse cloison. Je compris alors. Poirot avait découvert l'absence dans un lieu que personne n'aurait osé fouiller, sauf lui. « Pourquoi le cacher ?» demandai-je. « Parce que ce camé-là est différent, et il est plus ancien, plus ouvragé, et surtout, il n'appartient pas à leur pacte, il date d'avant. » Il marqua une pause. Je crois qu'Élise l'a conservé pour se souvenir de ce qu'elle était avant la promesse, ou peut-être pour se rappeler celle qui n'a pas survécu à la promesse. Madeleine. Cette hypothèse me glaça. Et si ce camé portait une marque, une date, une inscription? C'est ce que je compte vérifier, dit-il. Puis, refermant soigneusement le mouchoir autour du vide, il murmura. Le bijou a disparu, mais son absence est une présence qui accuse, une absence que quelqu'un, bientôt, ne pourra plus justifier. Ce fut Poirot lui-même qui exigea que la réunion se tienne dans la salle de musique. Ce choix n'était pas anodin. C'était la pièce la plus solennelle de la maison, rarement utilisée, remplie d'objets figés dans le temps. Un piano droit, un pupitre vide, un portrait en noir et blanc de ce qui semblait être un ancien quatuor. Lucienne, Marguerite et Blanche furent conviées sans explication. Maître Daval, toujours aussi discret dans son élégance provinciale, accepta la convocation de Poirot avec une gravité contenue. Quant à moi, je suivais mon ami avec le sentiment confus d'approcher d'un précipice intellectuel, cette zone rare où chaque mot prononcé aurait le poids d'un aveu. Poirot se posta debout, près du piano, comme un chef d'orchestre sans baguette, et attendit que chacun soit installé. « Mesdames, monsieur, il est temps, je crois, que certaines vérités, trop longtemps étouffées, soient dites à voix haute. Ce que j'ai à révéler ne cherche ni la vengeance, ni la honte, seulement la lumière. » Un frisson passa dans la pièce. Lucienne croisa les bras. Marguerite soutint le regard de Poirot. Blanche fixait le sol. « Ce que nous allons entendre, ajouta-t-il, appartient au passé. Mais c'est le passé qui, en silence, a tué Élise. » Poirot fit une brève pause, puis reprit d'un ton plus doux, presque mélancolique. « Je vais vous parler d'un homme aimé, admiré et dangereux, le capitaine Armand Valcourt. » Il sortit de sa poche la photo reconstituée, celle où les 4 jeunes femmes, radieuses, entouraient l'officier. Il la posa sur la table centrale. « Chacune d'entre vous a été, à un moment ou un autre, persuadée d'être celle qu'il aimait. Chacune d'entre vous a reçu une lettre tendre, un bijou discret, une promesse voilée. » Marguerite tressaillit, mais ne dit rien. « Mais aucune d'entre vous n'a su, à l'époque, que les autres vivaient le même rêve, la même illusion. Vous l'avez appris plus tard. Trop tard pour reculer, trop tard pour parler. » Il pointa la photo du doigt.
Ce cliché n'est pas seulement une image de jeunesse, c'est un acte d'accusation. Le regard de Valcourt ne se pose sur aucune de vous. Il regarde l'objectif, c'est-à-dire lui-même. Je ne pus m'empêcher de murmurer. Il se savait photographier, il se savait adorer, corrigea Poirot, et cela lui suffisait. Puis il se tourna vers les veuves, une à une. Vous l'avez aimé, il vous a divisé, et cette division est encore vivante aujourd'hui. Le silence s'était installé, épais comme un rideau. Poirot, sans hausser le ton, poursuivit. Il y avait une cinquième femme, une que personne n'a citée depuis le début, une qui, pourtant, faisait partie du cercle originel, une absente dont le nom flotte, invisible et coupable, Madeleine. Lucienne ferma les yeux. Blanche retint son souffle. Marguerite, elle, ne broncha pas. Madeleine était différente, moins brillante, moins vive peut-être. Mais c'est elle que Valcourt avait choisie. C'est pour elle qu'il avait écrit son testament. Elle seule avait été officiellement fiancée. Il sortit alors une copie du document, daté et signé, portant les mots « À ma future épouse, M.S.D. » Vous l'avez appris, ou compris. Et ce que vous avez ressenti alors n'était pas la trahison, mais la peur d'avoir été dupé. Vous étiez 4 à vouloir croire, et elle était la seule à savoir. Un léger frisson parcourut la pièce. Madeleine est morte, dit Poirot, officiellement tombée d'une falaise lors d'une promenade solitaire. Mais elle n'était pas seule. Je sentis une tension vibrer autour de moi. Ce n'est pas la jalousie qui l'a tuée, conclut Poirot. C'est l'idée de n'être qu'une parmi d'autres, une vérité que vous aviez toutes décidé de taire, ensemble. Poirot marqua un temps, puis sortit un second papier, jauni, replié 3 fois. En janvier 1922, une lettre anonyme fut envoyée au supérieur du capitaine Valcourt. Elle accusait ce dernier d'indécence, de conduite immorale, d'abus de confiance envers des femmes de la région. 3 semaines plus tard, Valcourt était relevé de son commandement, et 2 mois plus tard, il était mort. Maître Daval leva un sourcil. « Cela n'a jamais été rendu public, » murmura-t-il. « On parlait d'une rechute de tuberculose. » « Oui, et pourtant, j'ai ici le rapport de radiation, accompagné d'une copie de cette lettre. » Il ouvrit le pli, une écriture tremblante, contrefaite, presque enfantine. Mais voyez-vous, l'écriture d'une main tremblante reste trahie par sa pression, sa forme. Et celle-ci, Madame Valette, n'est autre que la vôtre. Un souffle passa dans la pièce. Marguerite ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, calme, presque résignée. C'était une erreur. Je ne voulais pas. Je voulais seulement qu'il s'en aille. Poirot l'observa, sans colère. Vous saviez qu'il allait épouser Madeleine. Vous ne pouviez pas le supporter. Alors vous avez choisi une arme lâche, mais efficace, l'anonymat. Il m'avait menti, murmura-t-elle, comme aux autres. Mais elle riait, elle était heureuse. Poirot s'inclina légèrement. Et la joie des autres est parfois un crime aux yeux des cœurs trahis. Vous aviez réussi, poursuivit Poirot, à enterrer ce passé. Madeleine n'était plus là. Valcourt était un nom que l'on n'évoquait qu'à demi-voix. Et Élise, la discrète, la fidèle Élise, était la seule à avoir gardé les preuves. Il marqua une pause, puis son regard s'assombrit. Jusqu'à ce qu'elle décide de parler. Marguerite tourna la tête. Elle avait retrouvé la lettre, elle avait compris. Et elle m'a dit « Tu ne pourras plus te taire éternellement. » Poirot acquiesça. Alors, vous l'avez poussé. Une main sur l'épaule, une hésitation sur la marche. Ce n'était pas prémédité, mais c'était un acte. Marguerite serra ses bras contre elle. Elle ne cria pas. Elle me regarda, et elle tomba. Un long silence s'ensuivit.
Personne ne dit un mot. Vous n'êtes pas une tueuse, madame, dit Poirot avec gravité, mais vous êtes responsable de Valcourt, de Madeleine et d'Élise. Marguerite ne pleurait pas. Elle semblait vidée, comme si toute une vie de silence venait de se briser d'un seul souffle. « Je croyais que le passé mourait avec le temps, » dit-elle enfin. « Mais il ne meurt jamais, il attend. » Poirot incline la tête, et parfois, il revient demander justice. Il n'y eut ni cri, ni accusation, juste un silence, dense, tendu, irrémédiable. Lucienne baissa les yeux. Blanche fixait un point invisible sur la table. Maître Daval, les mains croisées, restait figé dans une posture d'écoute qu'il n'interrompait pas. Poirot, lui, s'assit, enfin. Sa voix, lorsqu'il reprit, était douce, presque paternelle. « Je ne transmettrai pas cela à la police, ce n'est pas mon rôle. Mais je vous laisse avec ce que vous savez et ce que vous êtes. » Lucienne prit une grande inspiration. Je l'ai su, depuis des années, mais je n'ai jamais osé en parler. Blanche ajouta, d'un ton à peine audible. Moi, je n'ai rien su, mais j'ai senti que quelque chose y était faux, et j'ai fermé les yeux. Poirot se leva, les regarda une dernière fois. Ce n'est pas le crime qui détruit les âmes, c'est le pacte autour du crime, celui du silence. Puis, il quitta la pièce, et je le suivis. En passant devant la salle de musique, je me retournai un instant. Les trois femmes étaient restées là, figées dans leur passé commun, dans leur pacte brisé, et je compris alors que parfois, la vérité ne rend pas la paix. Elle ne fait que déposer une pierre de plus sur les cendres du mensonge. Alors que nous nous apprêtions à quitter la salle de musique, le pas lent de Poirot, précédant le mien dans le couloir ombragé, une voix fragile s'éleva derrière nous. « Attendez !» Nous nous retournâmes. Lucienne se tenait là, plus pâle que jamais, ses doigts noués comme ceux d'une enfant fautive. « Je dois vous dire quelque chose ?» Poirot lui adressa un regard qui n'avait rien d'hostile. Elle s'approcha, les larmes déjà au bord des cils. « C'est moi qui ai replacé la tasse et la clé. J'ai voulu brouiller les traces, pas pour moi, pour elle. » Elle éclata en sanglots, le visage dissimulé dans son mouchoir. J'ai vu Marguerite sortir de la chambre d'Élise. Je n'ai pas voulu savoir plus. Mais j'ai compris, je l'ai su. Alors j'ai pris la clé, je l'ai glissée dans son tiroir. J'ai nettoyé ce que je pouvais, mais j'ai échoué. Poirot s'approcha doucement. « Pourquoi, Madame Deveau? Pourquoi ce geste ?» Elle le fixa, les yeux pleins d'une souffrance silencieuse. « Parce que je l'aimais, non pas comme on aime un homme, mais comme on aime une sœur brisée qu'on veut protéger du monde entier, fût-il juste. Je n'osais parler, ce n'était plus une affaire criminelle. C'était un lien d'âme, noué sur des années de deuil et de silence partagé. » Lucienne s'assit sur la banquette du vestibule, comme si ses forces venaient de l'abandonner d'un coup. Poirot, debout, l'écoutait sans l'interrompre. Ses mains ne tremblaient pas, mais ses yeux luisaient d'une émotion contenue. « Vous ne pouvez pas comprendre, » murmura-t-elle. « Nous étions seuls, toutes les quatre. Le monde nous avait oubliés. Les hommes étaient partis, morts ou pire. Et Marguerite, elle était restée forte, quand moi, je n'avais plus rien. » Elle releva légèrement le menton. Elle n'a pas agi par cruauté. Elle a agi pour défendre ce qui lui restait de vérité. Peut-être s'est-elle trompée, oui. Mais elle ne mérite pas que son nom soit jeté en pâture. Poirot s'assit lentement à ses côtés, chose rare chez lui. « Ce n'est pas à moi de juger le cœur humain, » dit-il doucement. « Mais je puis vous dire ceci, ce que vous avez fait, vous l'avez fait par loyauté. Et la loyauté, même lorsqu'elle sert un mensonge, n'est jamais une chose vile.
Lucienne baissa les yeux, comme soulagée. « Je ne veux pas qu'elle meure en criminelle, » ajouta-t-elle. « Elle est déjà morte 1000 fois dans ses regrets. Et pour la première fois, je compris que l'amitié, dans cette maison, avait été aussi puissante que la haine. Nous restâmes un long moment sans rien dire. Le silence de cette fin d'après-midi semblait plus profond que tous les précédents, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Poirot se leva enfin. Il marcha jusqu'à la fenêtre et contempla un instant les arbres qui frémissaient dans la lumière dorée. « La loi a ses outils, » dit-il lentement, « mais la justice, la vraie justice, est parfois une affaire de mesure et de cœur. » Je le regardai, surpris. « Vous n'allez rien dire? À qui? Hastings? À un juge? Pour condamner une vieille femme brisée, veuve d'un amour qui l'a consumée et d'une vie qu'elle n'a jamais comprise, et une autre qui a maquillé les faits non pour se protéger, mais pour protéger une âme mourante. » Il se retourna vers moi, les yeux brillants d'un feu calme. « Non, ce n'est pas le tribunal qui rendra justice ici. C'est le remords, c'est la solitude, c'est le souvenir. » Il s'approche de Lucienne. « Vous portez la peine que la justice réclamerait. Et Marguerite a déjà vécu la sentence. » Puis, d'un ton plus grave, « Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de laisser le silence faire ce qu'il peut, sans blesser davantage. » Et je compris, avec une stupeur mêlée de respect, que Poirot venait de rendre sa justice. Le lendemain, nous réunîmes discrètement Maître Daval, Blanche, Lucienne et Marguerite, qui reposait dans sa chambre, épuisée, presque absente. Poirot parla avec lenteur, mesurant chacun de ses mots. « Ce que nous avons vu, ce que nous avons compris, ne sortira pas de cette maison. » Blanche, toujours droite, dans sa dignité pudique, hocha simplement la tête. Lucienne fixait le plancher, les mains jointes. Maître Daval, d'un ton sec, déclara « Il n'y a pas de document, pas de preuve irréfutable. Et même s'il y en avait, qui en tirerait profit? À quoi bon ?» Poirot acquiesça. « Il y a des vérités qu'on doit révéler, et d'autres qu'on doit déposer comme des fleurs fanées sur un cercueil. Ici, c'est une blessure que nous avons ouverte. Inutile de l'exhiber. » Il se tourna vers moi. « Hastings, vous êtes témoin. Vous avez vu, entendu. Mais vous saurez vous taire. » Je hochai la tête, profondément ému. « Le silence n'est pas une lâcheté, » dit Poirot. « C'est parfois un remède. » Puis, dans un dernier regard vers l'étage où Marguerite reposait, il ajouta « Ce n'est pas l'oubli que je vous demande, c'est la paix. » Et ce fut ce mot, paix, qui resta suspendu dans l'air, comme une prière murmurée entre les murs d'une maison trop vieille pour les cris. Avant notre départ, alors que nous descendions l'escalier une dernière fois, Marguerite demanda à voir Poirot. Elle était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, une couverture sur les genoux, ses yeux perdus dans un ciel gris et silencieux. Quand Poirot entra, elle tendit la main. Dans sa paume, posée comme une offrande, reposait une broche. Le camée d'Élise, celui que l'on pensait disparu. Elle l'avait gardé, dit-elle. C'était le plus ancien. Il appartenait à Madeleine, je crois. Et moi, je ne pouvais pas le regarder sans frissonner. Poirot le prit avec une délicatesse extrême. Il l'observa longuement. « Vous me l'offrez. Je vous le rends. Il ne m'appartient pas. Il n'appartient plus à personne. » Elle ferma les yeux. « Ce n'est qu'un bijou. Mais il porte tous nos silences, tous nos manques, tous nos crimes. » Poirot glissa le camée dans sa poche intérieure, comme on place une vérité dans une boîte. « Je le garderai, » dit-il, « pas comme une preuve, comme un souvenir. » Elle sourit faiblement. « Alors vous êtes plus juste que la justice. » En quittant la pièce, je regardai Poirot. Il n'avait rien dit de plus.
mais je compris qu'il emportait avec lui, dans ce petit bijou oublié, tout le poids discret d'une tragédie scellée dans l'ombre. Le voyage de retour fut l'un des plus silencieux que j'ai jamais partagé avec mon ami. Le train filait à travers une campagne grise et détrempée, comme si le ciel lui-même s'était chargé du poids de ce que nous laissions derrière nous. Poirot, raide dans son siège, gardait les bras croisés et les yeux mi-clos, sans un mot depuis notre départ. Je me surpris à regarder les gouttes courir le long de la vitre, cherchant sans le vouloir à lire dans ces sillons fuyants les souvenirs divers lacs. L'odeur de bois ancien, les visages tendus, les voix basses dans les couloirs, tout cela me hantait encore, imprégné d'un malaise que je ne parvenais pas à nommer. Je pensais à Marguerite, à Lucienne, à cette amitié impénétrable et douloureuse, plus forte que la justice, plus tordue que la vérité. Était-ce là ce qu'on appelait la loyauté, ou bien une trahison plus subtile? Le train s'arrêta enfin à Paddington. Poirot sortit sans attendre que je parle, et moi, je suivis, le pas plus lent que d'ordinaire. Sous la pluie fine, Londres n'avait jamais semblé aussi étrangère, aussi lointaine, comme si l'Angleterre que nous avions quittée n'existait plus tout à fait. Nous étions assis dans le salon de l'appartement de Poirot, et je me souviens encore de la tiédeur du thé, du cliquetis discret de la porcelaine, et du silence étouffant qui persistait. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, mais n'apportait aucune consolation. Poirot, commençai-je enfin, incertain. Cette affaire, elle ne ressemble à aucune autre. Il leva les yeux de sa tasse, mais ne répondit pas immédiatement. Je poursuivis, presque à contre-cœur. Il n'y a pas eu de procès, pas de coupable arrêté, pas même d'aveu public. Et pourtant, vous semblez satisfait? Il haussa à peine les épaules. Ce n'est pas une question de satisfaction, mon ami. C'est une question d'équilibre. Je fronçai les sourcils. Mais la justice, la vérité? Poirot reposa sa tasse. Il existe des vérités trop acérées pour être brandies sans blesser, et des justices qui, une fois rendues, dévastent davantage que le crime lui-même. Je restai un moment sans parler. Une part de moi, sans doute plus naïve, avait toujours attendu un dénouement net, une sorte d'ordre rétabli. Mais cette fois, tout semblait suspendu, comme un mot retenu, une phrase inachevée, et je compris qu'il fallait parfois vivre avec l'inconfort du non-dit. Tard dans la soirée, alors que je m'apprêtais à prendre congé, Poirot ouvrit lentement un tiroir de son bureau. Il en sortit un petit étui de velours sombre, qu'il posa devant lui comme un objet sacré. « Le dernier camée », dit-il doucement. Je m'approchai. Il ouvrit la boîte, révélant le bijou que Marguerite lui avait remis. Une miniature d'ivoire finement sculptée, cerclée d'or ancien, un visage féminin, délicat, presque effacé par le temps. « C'était celui d'Élise » demandai-je à voix basse. « Non, celui de Madeleine, le tout premier, celui qui précède le pacte, celui que Valcourt avait donné, bien avant que les mensonges ne s'enchaînent. » Il prit le camée dans sa main, l'observa un long moment, puis le reposa dans l'écrin. « Il n'a pas de valeur, » ajouta-t-il, « et pourtant, il contient tout, les jalousies, les espoirs trahis, les gestes irréparables. » Je sentais en lui une émotion qu'il dissimulait derrière sa précision coutumière. Ce n'était pas le Poirot dominateur et sûr de lui que je connaissais, mais un homme qui, pour une fois, acceptait d'être touché par l'histoire. Il y a des objets, Hastings, qui ne sont ni des preuves ni des souvenirs. Ce sont des silences cristallisés. Je ne trouvais rien à répondre. Car c'était vrai. Avec lenteur, Poirot referma l'écrin,
puis se dirigea vers une armoire discrète qu'il ouvrit avec une clé minuscule, extraite d'une chaîne sous son veston. À l'intérieur, des boîtes soigneusement étiquetées étaient alignées comme autant de chapitres d'une mémoire rigoureusement tenue. Il prit une boîte au couvercle vierge, y plaça le camé avec une délicatesse presque cérémonielle, puis saisit une étiquette vierge qu'il écrivit de sa main fine et nette, mensonges anciens, vérités inavouées. « Voilà, dit-il, c'est sa place. » Je restai interdit, ému, sans bien comprendre pourquoi. Il referma l'armoire, verrouilla, puis s'assit de nouveau. « Vous avez un musée des choses non dites, » murmurai-je. « Pas un musée, mon ami, une réserve, une mémoire des choses qu'il vaut mieux ne pas exposer. » Il soupira. Chaque boîte contient une énigme qui n'a pas été dévoilée, non par échec, mais par choix. Je compris alors que pour Poirot, résoudre un crime ne signifiait pas toujours l'ébruité, que le silence pouvait aussi être une forme d'intelligence, voire de pudeur. Et dans ce silence organisé, chaque boîte murmurait une vérité que seul lui connaissait. Poirot resta pensif, les doigts joints devant lui comme pour prier une idée. Il parla sans me regarder. Les cœurs qui se taisent ne sont pas toujours innocents, Hastings, mais parfois, leur silence est plus noble que toutes les déclarations. Je demeurai immobile. La phrase flottait, dense, presque solennelle. « Cela vous trouble ?» demanda-t-il. « Oui, répondis-je honnêtement. Je ne sais plus qui doit parler et qui doit se taire. » Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. Dehors, Londres brillait sous la pluie nocturne. Le remords parle peu, l'orgueil parle fort. La vraie culpabilité, elle, se tait. Et c'est à cela que je fais confiance. Aux silences habités. Je sentis une forme de paix étrange dans ces paroles, comme si l'affaire, au lieu de se clore, s'ouvrait sur une méditation. Poirot se retourna une dernière fois. Il faut parfois préférer le murmure d'une conscience, éveillée, au vacarme d'un tribunal. Et je compris qu'il ne chercherait jamais plus à briser ce silence. Ce fut peu avant minuit que Poirot conclut, d'une voix douce et lente. « La justice des hommes, Hastings, est utile, nécessaire même. Mais elle est imparfaite, elle exige des aveux, des preuves, des peines. La justice du cœur, elle, exige autre chose, le discernement, et parfois le pardon. » Je hochai la tête sans répondre. Il poursuivit. « Dans cette affaire, nous n'avons pas livré le nom d'une coupable, mais nous avons découvert la source du mal. C'est suffisant. » Il se tourna vers l'armoire, comme pour la bénir du regard. « Il y a des secrets qui ne doivent pas mourir dans l'oubli, mais ils ne doivent pas non plus vivre sous les projecteurs. » Puis après une pause, « Ce que nous avons fait, Hastings, ce n'est pas caché, c'est protégé, non pas les coupables, mais ce qu'il restait d'humain en elle. » Je compris enfin que la vérité, dans cette affaire, n'avait pas été enterrée. Elle avait simplement été offerte au silence, le seul qui sache parfois rendre justice sans vengeance. Et c'est ainsi que se referma le dossier du dernier camé. Parfois, ce ne sont pas les crimes qu'il faut punir, mais les blessures qu'il faut apprendre à laisser reposer. Et vous, auriez-vous eu le courage de garder le silence pour protéger un cœur brisé? Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, à vous abonner et à partager ce mystère avec d'autres esprits curieux. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Poirot, car certains secrets, une fois révélés, ne laissent qu'en derrière eux que le parfum fragile du regret.